Le 1er septembre 1967. Une cellule de prison à Hock, en Bavière. Les gardiens découvrent le corps d'une femme de 60 ans, Ilsa, pendue à un nœud de fortune confectionné à partir de draps de lit. Après avoir purgé 22 ans de prison pour des crimes qui ont choqué le monde, la femme autrefois appelée la Puta de Buchenwald s'est ôté la vie. Sa mort ferme un chapitre sur l'une des figures les plus infâmes du système des camps de concentration nazis. Une femme dont le sadisme, la dépravation sexuelle et la cruauté gratuite sont devenus synonymes de la faillite morale absolue du Troisième Reich. Avant de continuer à regarder, comprenez ceci. L'histoire que vous êtes sur le point d'entendre implique des actes documentés de torture, d'abus sexuels et de meurtre à une échelle qui teste les limites de la compréhension humaine. Cette chaîne ne réécrit pas l'histoire et ne détourne pas le regard des vérités inconfortables. Appuyez sur le bouton d'abonnement car nous examinons les monstres qui ont façonné la Seconde Guerre mondiale. Non pas par sensationnalisme, mais par des preuves documentées, des témoignages de survivants et des archives historiques. Ce qui rendait Ilsa Ko unique n'était pas seulement ses crimes, mais le fait qu'elle était une femme exerçant un pouvoir absolu dans un système conçu pour le meurtre industrialisé. Ilsa Köhler est née le 22 septembre 1906 à Dresde, en Allemagne, dans une famille de la classe ouvrière. Son père était contremaître d'usine, sa mère une femme au foyer en difficulté. La jeune Elsa a grandi dans la hiérarchie sociale rigide de l'Allemagne impériale et de Weimar, où la classe déterminait le destin et les opportunités pour les femmes étaient gravement limitées. Elle a fréquenté les écoles locales, s'est acquittée correctement de ses études et semblait destinée au travail en usine ou au service domestique. Dresde, dans les années 20, a connu le chaos économique, l'hyperinflation et la violence politique. Les jeunes gens comme Elsa ont vu l'épargne de leurs parents s'évaporer et les batailles de rue entre communistes et fascistes devenir routinières. Après avoir terminé son éducation de base, Ilsa a travaillé dans des emplois de bureau, attrayante et ambitieuse, mais frustrée par les options limitées. Le parti nazi promettait l'appartenance, le but et la grandeur allemande restaurée. En 1932, elle a adhéré en recevant le numéro d'adhésion 1130-1836. Par le biais des activités du parti nazi, Ilsa a rencontré Karl Otto Ko en 1934. Ko, né en 1897, gravissait rapidement la hiérarchie des SS. Au moment de leur rencontre, il détenait le rang de standard des SS et était positionné pour un commandement plus élevé. Il était ambitieux, impitoyable, absolument dévoué à l'idéologie des SS et marié. Son mariage existant n'a posé aucun obstacle. Il a divorcé et a épousé Elsa le 25 mai 1936. Pour Ilsa, le mariage représentait une élévation sociale dramatique de commis de la classe ouvrière à épouse d'un officier des SS, membre de l'élite de l'Allemagne nazie. En 1936, Karl Ko a reçu sa nomination en tant que commandant du camp de concentration de Sachsenhausen, près de Berlin. Ilsa l'a accompagné en vivant dans la villa de commandement adjacente au camp. Cette proximité avec la brutalité systématique a commencé son éducation aux opérations des camps de concentration. Elle a été témoin d'abus de prisonniers, a observé les rituels de punition et a absorbé l'idéologie déshumanisante. Les récits contemporains suggèrent qu'elle n'a pas simplement toléré cet environnement, elle y a prospéré. En 1937, Karl Ko a reçu sa promotion au poste de commandant du camp de concentration de Buchenwald près de Weimar, l'un des plus grands camps de l'Allemagne nazie. Établi en juillet 1937, Buchenwald emprisonnerait finalement plus de 250 000 personnes. Plus de 56 000 y mourraient par exécution, famine, maladie ou expérimentation médicale. Les chaos sont arrivés en août 1937, s'installant dans la spacieuse résidence du commandement avec vue sur la campagne de Thuringe, surplombant ironiquement Weimar, la ville de Goethe et Schiller, symbole des Lumières allemandes. En tant qu'épouse du commandement, Ilsa n'avait aucune position officielle. Les réglementations des SS interdisaient techniquement aux épouses de s'impliquer dans les opérations du camp. Mais les réglementations ne signifiaient rien. Quand votre mari commandait l'établissement, Elsa a commencé à s'insérer dans la vie du camp. Elle a visité le camp, observé les prisonniers, assisté aux appels. Les gardiens et les administrateurs ont rapidement appris que les préférences de Frau Ko avaient de l'importance. Lui déplaire pouvait entraîner une punition ou un licenciement. Lui plaire pouvait faire avancer les carrières. En 1938, Ilsa Ko s'était transformée de l'épouse du commandement en une puissance en elle-même au sein de Buchenwald. Elle a exigé et reçu son propre bureau dans le bâtiment administratif du camp. Elle a donné des ordres aux gardiens et aux capots.
Elle a mené des inspections, distribué des punitions et s'est insérée dans les décisions concernant le traitement des prisonniers. Les officiers des SS lui ont cédé, car contredire l'épouse du commandement était un suicide professionnel. Les survivants décrivent la présence physique d'Ilsa comme une source de terreur. Elle chevauchait à travers Buchenwald, accompagnée de féroces bergers allemands. Les prisonniers devaient enlever leurs casquettes et se tenir au garde-à-vous quand elle passait. Ceux qui échouaient faisaient face à des coups immédiats, ou pire. Elle portait un fouet et l'utilisait généreusement. Le bruit des sabots devint associé à la violence imminente. Son apparence démentait sa cruauté. Elsa était conventionnellement attrayante, bien vêtue. Maintenant, un toilettage soigné même dans un camp de concentration. Ce contraste entre la beauté et la brutalité lui a valu des surnoms parmi les prisonniers. La Fuchs de Buchenwald, la Bête de Buchenwald et Hexe, la sorcière. Ces noms reflétaient la dissonance psychologique que les prisonniers éprouvaient en rencontrant quelqu'un qui ressemblait à une femme normale, voire attrayante, se comportant avec une cruauté inhumaine. La dimension sexuelle du comportement d'Ilsa Ko est largement documentée dans les témoignages des survivants. Elle aurait sélectionné de jeunes prisonniers physiquement aptes comme partenaires sexuels, les convoquant dans ses quartiers. Ce n'étaient pas des rencontres consenties. Les prisonniers qui refusaient ou ne parvenaient pas à la satisfaire faisaient face à l'exécution. Plusieurs survivants ont témoigné que les prisonniers sélectionnés pour ces rencontres disparaissaient souvent peu après, assassinés pour éliminer les témoins. L'allégation la plus infâme concerne la peau humaine. Les survivants ont témoigné qu'elle collectait la peau tatouée de prisonniers assassinés pour fabriquer des abat-jours, des couvertures de livres et des gants. Quand les forces alliées ont libéré Buchenwald en avril 1945, les enquêteurs américains ont trouvé des articles fabriqués à partir de peau humaine dans la résidence Koch. Qu'Elsa ait personnellement ordonné l'exécution de prisonniers pour leurs tatouages ou accepté de tels articles en cadeau reste débattu, mais les témoignages des survivants décrivent systématiquement son intérêt pour les prisonniers tatoués qui ont ensuite disparu. Le docteur Eric Wagner, le médecin du camp, a témoigné qu'il avait reçu des ordres de préserver la peau des prisonniers décédés ayant des tatouages intéressants du bureau du commandement. Bien qu'il ne puisse pas confirmer définitivement si Karl ou Ilsa Ko les avaient initiés, les prisonniers ayant des tatouages notables vivaient dans une peur particulière de ces inspections, sachant que retenir son attention pouvait s'avérer fatal. Au-delà de la collection de peau, Ilsa Ko s'est engagée dans une cruauté routinière pour des infractions triviales. Un prisonnier qui la regardait directement pouvait recevoir 50 coups de fouet. Un prisonnier dont l'uniforme n'était pas parfaitement aligné pouvait être envoyé au bunker de punition pendant des jours de torture. Un prisonnier qui ne travaillait pas assez vite pouvait être battu jusqu'à l'inconscience sur son ordre. Sa cruauté était personnelle, vindicative, motivée par le plaisir sadique plutôt que par la politique du camp. Elle ciblait particulièrement les prisonniers juifs avec des abus vicieux. Bien que Buchenwald emprisonnait des prisonniers politiques, des criminels, des témoins de Jéhovah, des homosexuels, des Roms et d'autres, les Juifs faisaient face au pire traitement. L'antisémitisme d'Ilsa s'est manifesté par une humiliation et une violence délibérée. Elle forçait les prisonniers juifs à accomplir des actes dégradants, se moquait de leurs pratiques religieuses et les ciblait pour des punitions. Les prisonniers femmes du sous-camp des femmes de Buchenwald faisaient face à un traitement tout aussi brutal. Les survivantes ont décrit ces inspections nues, où elles ridiculisaient les corps des prisonniers, cherchant des excuses pour ordonner des punitions. Elle aurait montré une cruauté particulière envers les femmes qu'elle jugeait attrayantes, les voyant peut-être comme des menaces. La corruption de la famille Koch s'étendait au-delà du sadisme dans l'entreprise criminelle. Karl et Elsa ont systématiquement pillé les biens des prisonniers, détournant les objets de valeur qui auraient dû être envoyés au bureau économique des SS. Ils vivaient somptueusement sur la richesse volée, meublant leur villa d'articles coûteux, organisant des fêtes élaborées, maintenant un style de vie bien au-delà du salaire officiel de Karl. Cette corruption contribuerait finalement à leur chute, car même les SS avaient des limites concernant le vol à l'organisation elle-même. En 1941, les KO avaient 3 enfants et maintenaient l'apparence extérieure d'une famille SS respectable. Ilsa jouait le rôle de la femme idéale nazie en public, épouse dévouée, mère, soutien du régime. Mais à l'intérieur des clôtures électrifiées de Buchenwald, elle exerçait le pouvoir avec un enthousiasme cruel,
participant à la terreur organisée et au meurtre. Le début de la fin n'est pas venu de l'indignation morale face aux crimes contre les prisonniers, mais de la politique interne des SS et des enquêtes sur la corruption. En 1941, le prince Josias de Waldeck et Pyrmont a commencé à recevoir des rapports sur le détournement de fonds de Karl Kauer. Le régime nazi fonctionnait selon une moralité tordue. Assassiner les juifs et les ennemis politiques étaient encouragés. Mais voler le trésor des SS était criminel. Le docteur Georg Konrad Morgen, un juge des SS enquêtant sur la corruption des camps de concentration, a découvert des preuves considérables. Lesko avait détourné des centaines de milliers de marques du Reichstag. Plus accablant encore étaient les meurtres non autorisés. Karl Kauer avait ordonné le meurtre de nombreux prisonniers sans autorisation appropriée pour couvrir le détournement de fonds ou éliminer les témoins. En août 1943, Karl Kauer a été arrêté et traduit en cour martiale pour détournement de fonds, meurtre non autorisé et conduite indigne d'un officier des SS. Notamment, les accusations ne mentionnaient pas les crimes contre l'humanité ou le génocide. Les SS l'ont poursuivi pour vol à leur égard et meurtre non autorisé qui pourrait créer des complications juridiques. Non pour avoir assassiné des juifs et des prisonniers politiques. Ilsa a également été arrêté et interrogé. Les enquêteurs des SS ont documenté son implication dans la corruption, les liaisons avec les prisonniers, le traitement sadique des détenus et la participation à la collection de peaux. Cependant, en tant qu'épouse du commandement sans position officielle, elle pouvait prétendre qu'elle n'avait aucune autorité réelle. La direction sexiste des SS a eu du mal avec le concept d'une femme exerçant un vrai pouvoir, ce qui paradoxalement jouait en sa faveur. Karl Kauer a été reconnu coupable. Le 5 avril 1945, quelques jours seulement avant la libération de Buchenwald, il a été exécuté par peloton d'exécution à Buchenwald lui-même. Les SS voulaient éliminer un témoin potentiellement gênant avant qu'il ne tombe entre les mains de l'ennemi. Le sort d'Elsa Kauer a différé. En 1944, elle a été acquittée par la cour des SS. Les juges ont déterminé que bien qu'elle se soit comportée de manière inappropriée, elle n'avait pas commis de crime selon la loi des SS. Sa cruauté envers les prisonniers n'était pas criminelle selon la loi nazie, car les prisonniers n'avaient aucun droit légal. La cour des SS l'a libérée avec des réprimandes, mais sans punition. Cet acquittement ne signifiait rien une fois que l'Allemagne s'est rendue. Ilsa Kauer a fui Buchenwald au début de 1945, alors que les forces alliées avançaient, tentant de disparaître en utilisant de faux papiers d'identité. Pendant plusieurs mois, elle a réussi à échapper à la capture. Les forces américaines ont libéré Buchenwald le 11 avril 1945. Ce qu'elles ont découvert a choqué même les soldats endurcis par la bataille. Des prisonniers émaciés, à peine vivants, des cadavres empilés comme du bois de chauffage, des crématoires contenant encore des restes humains, des installations d'expérimentation médicale, des cellules de punition où les prisonniers avaient été torturés à mort, et parmi les preuves, des abat-jours, des couvertures de livres et d'autres articles fabriqués à partir de peau humaine. Le général Dwight D. Eisenhower a personnellement visité Buchenwald quelques jours après la libération. Horrifié, il a ordonné une documentation extensive par des photographies et des films. Il a exigé que les civils allemands locaux de Weimar visitent le camp, les forçant à affronter les atrocités commises à proximité. Les enquêteurs américains ont compilé des listes de personnel du camp à arrêter. Le nom d'Ilsa Kauer figurait en bonne place dans les témoignages des survivants. Les prisonniers l'ont décrite en détail vivant. Son chevauché à travers le camp, sa sélection de prisonniers tatoués, son exploitation sexuelle, sa brutalité gratuite. La chasse s'est intensifiée. Elle a été capturée le 30 juin 1945 à Ludwigsburg, vivant sous un faux nom et prétendant être une veuve de guerre. Elle était enceinte à l'époque, portant son 4e enfant. Sa capture a fait les gros titres internationaux. La putain de Buchenwald ferait face à la justice alliée. Le premier procès d'Ilsa Kauer a commencé le 11 avril 1947, exactement 2 ans après la libération de Buchenwald. L'armée américaine a convoqué un tribunal militaire à Dachau. Kauer faisait face à des accusations de crimes contre l'humanité, notamment le meurtre, la torture et les abus de prisonniers. 30 anciens prisonniers de Buchenwald ont témoigné contre Kauer. Andreas Pfaffenberger, un prisonnier communiste autrichien, a témoigné que Kauer avait ordonné le meurtre de prisonniers ayant des tatouages intéressants. Il a personnellement été témoin de son examen des prisonniers lors des inspections
et du marquage de ceux ayant des tatouages notables. Ces prisonniers ont ensuite disparu et leur peau a ensuite été retrouvée dans des articles trouvés dans la résidence Koch. Le docteur Gustav Wagner, qui avait travaillé à l'hôpital du camp, a témoigné avoir reçu des ordres de préserver la peau des prisonniers décédés. Il a décrit le processus macabre, enlevant soigneusement la peau tatouée, la traitant avec des produits chimiques, l'étirant sur des cadres. Ces peaux préservées ont été livrées au bureau du commandement. L'accusation a présenté des preuves physiques qui avaient choqué le monde. Des abat-jours fabriqués à partir de peaux humaines, l'un présentant des tatouages élaborés clairement visibles sur le tissu préservé, des couvertures de livres, des gants, tous fabriqués à partir de la peau de prisonniers assassinés. L'article était assis sur la table du tribunal, témoignage grotesque de la dépravation nazie. La défense de Kao a soutenu qu'elle n'avait aucune position officielle, que toute autorité était dérivée du commandement de son mari, qu'elle ne pouvait pas être tenue responsable des officiers des SS suivant les procédures standards. La défense a affirmé que les témoignages de survivants étaient exagérés ou fabriqués, motivés par la vengeance. Ils ont soutenu que les articles en peau humaine ne pouvaient pas être définitivement liés aux ordres personnels d'Ilsa Ko. La défense a tenté de la dépeindre comme une femme au foyer conventionnelle, prise dans des circonstances au-delà de son contrôle. Cette stratégie a échoué spectaculairement. Le témoignage accumulé de dizaines de survivants, corroboré par des preuves documentaires, et les témoignages du personnel des SS anciens, a démoli toute prétention d'innocence. Le 14 août 1947, le tribunal a annoncé son verdict. Coupable de tous les chefs d'accusation. La peine, l'emprisonnement à vie. Les juges ont déterminé qu'Ilsa avait exercé une véritable autorité à Buchenwald, qu'elle avait participé directement à la sélection des prisonniers pour le meurtre, qu'elle avait ordonné des passages à tabac qui ont entraîné des décès, et qu'elle était complice de la création d'articles à partir de peau humaine. Cependant, l'histoire n'a pas pris fin avec la condamnation. En 1948, le général Lucius Dick Clay, gouverneur militaire de la zone américaine, a révisé la peine de Ko et l'a commuté de l'emprisonnement à vie à 4 ans en fonction du temps déjà purgé. Sa décision citait des preuves insuffisantes la reliant directement à des meurtres spécifiques. La commutation a provoqué une indignation internationale immédiate. Les survivants étaient horrifiés. Les organisations juives ont protesté. Les médias internationaux ont condamné la décision. Des questions se sont posées sur le fait que la décision de Clay reflétait peut-être la réticence américaine à poursuivre les nazis de bas niveau, alors que les priorités de la guerre froide se déplaçaient vers la reconstruction de l'Allemagne de l'Ouest en tant qu'allié anticommuniste. L'indignation publique a forcé une reconsidération. Les groupes de survivants ont pétitionné pour une nouvelle enquête. Le Sénat des États-Unis a tenu des audiences. Sous une pression intense, les autorités allemandes de la République fédérale nouvellement formée ont accepté de poursuivre Kao selon la loi allemande. Les Américains l'ont transféré à la garde allemande en 1949. Le deuxième procès a commencé le 27 novembre 1950 à Augsbourg, Allemagne de l'Ouest. Ko a fait face à des accusations selon la loi pénale allemande: incitation au meurtre, incitation à la tentative de meurtre et incitation aux lésions corporelles de prisonniers. Le ministère public a présenté largement les mêmes preuves du premier procès, complétées par des témoignages supplémentaires de survivants. Ko a maintenu ses dénégations. Elle a affirmé que tous les témoignages des survivants étaient faux, motivés par la vengeance. Elle a déclaré qu'elle n'avait jamais ordonné qu'un prisonnier soit tué, qu'elle n'avait jamais participé aux sélections, qu'elle n'avait jamais demandé d'articles fabriqués à partir de peau humaine. Elle s'est présentée comme victime d'une poursuite vindicative, une femme allemande étant bouc émissaire pour les crimes du régime nazi. Le tribunal allemand s'est avéré moins sympathique que le général Clay. Les juges ont trouvé le témoignage des survivants crédible, corroboré et spécifique. Ils ont rejeté les arguments selon lesquels Ko n'était qu'une femme au foyer sans autorité. Les preuves ont clairement montré qu'elle exerçait un vrai pouvoir, que le personnel du camp suivait ses ordres, et que les prisonniers comprenaient qu'elle pouvait les faire tuer sur un caprice. Le 15 janvier 1951, le tribunal d'Augsbourg a condamné Ilsa Ko et l'a condamnée à l'emprisonnement à vie. Cette fois, aucune commutation ne suivrait. Elle a été transférée à la prison d'Eichach en Bavière. Elle passerait les 16 dernières années de sa vie derrière les barreaux. Ilsa est entrée à la prison d'Eichach en 1951 à l'âge de 44 ans. Elle ne goûterait plus jamais la liberté. La prison n'offrait aucun du pouvoir ou du privilège
privilèges dont elle avait joui à Ravensbrück. Elle était prisonnière numéro 1251, dépouillée d'identité, d'autorité et de statut. Les dossiers pénitentiaires décrivent Kao comme une détenue difficile. Elle a maintenu son innocence de manière cohérente, affirmant qu'elle était victime de faux témoignages et de vengeance alliée. Elle a refusé d'exprimer du remords ou de reconnaître un acte répréhensible. Ce déni absolu reflétait soit une véritable autodéception, soit une stratégie calculée pour éviter de confronter l'énormité morale de ses actions. Les psychologues qui l'ont évaluée l'ont trouvée narcissique, manquant d'empathie, n'exhibant aucun signe de culpabilité ou de honte véritable. Sa santé mentale s'est détériorée au cours des années d'emprisonnement. La dépression s'est installée, caractérisée par le retrait, l'insomnie et l'agitation périodique. Le diagnostic suggérait un trouble dépressif majeur courant chez les prisonniers à long terme, purgant des peines d'emprisonnement à vie sans espoir de libération. Que sa dépression provienne du confinement lui-même ou de la culpabilité refoulée concernant ses crimes restait peu clair. L'intérêt international pour Kao a périodiquement ressurgi. Les journalistes ont demandé des entretiens qu'elle a parfois accordés. Elle a continué à nier les crimes spécifiques tout en reconnaissant qu'elle avait été à Ravensbrück. Elle a affirmé ne pas se souvenir des détails sur les opérations du camp, qu'elle s'était concentrée sur les devoirs familiaux, que les témoignages des survivants l'avaient mal identifié. Ces dénégations sonnaient creux compte tenu du volume et de la spécificité des témoignages contre elle. Les groupes de survivants ont étroitement surveillé son emprisonnement, craignant une libération anticipée potentielle. Les politiques de clémence de l'Allemagne de l'Ouest dans les années 1950 étaient incohérentes. Certains criminels de guerre ont reçu une libération anticipée pour des raisons de santé, d'âge ou de considérations politiques. Les organisations de survivants ont pétitionné les autorités allemandes pour s'assurer que Kao purgerait sa peine complète, arguant que la libérer insulterait la mémoire des victimes et minerait la justice. Au milieu des années 1960, Kao approchait de 60 ans. Sa santé a décliné avec l'âge et le stress de l'emprisonnement. Elle souffrait d'arthrite, d'hypertension et de problèmes digestifs. La combinaison du déclin physique et de la détérioration de la santé mentale créait un tableau clinique de plus en plus préoccupant. En 1967, le comportement de Kao est devenu plus erratique. Les gardiens ont noté une agitation accrue, des déclarations paranoïaques et des expressions de désespoir. Elle a dit à un aumônier de la prison qu'elle ne pouvait pas supporter l'emprisonnement continu, que la vie était devenue insupportable, qu'elle ne voyait aucun but à continuer. Ces déclarations, signes clairs d'idéation suicidaire, n'ont apparemment pas déclenché une intervention suffisante. Le 1er septembre 1967, Ilsa Ko a été trouvée pendue dans sa cellule à la prison d'Aishak. Elle avait façonné un nœud coulant à partir de draps de lit, l'avait fixée à une fixture et s'était pendue pendant la nuit. Elle avait 60 ans. Les gardiens de prison ont découvert son corps lors des rondes du matin. Le personnel médical a confirmé le décès. La cause officielle était le suicide par pendaison. Aucune malveillance n'était soupçonnée. Le moment de son suicide, après 16 ans d'emprisonnement, soulevait des questions. Pourquoi à ce moment-là? Quelque chose de spécifique avait-il déclenché la décision, ou était-ce l'aboutissement d'années de dépression et de désespoir? Avait-elle finalement confronté la réalité de ses crimes, ou s'était-elle tuée par apitoiement sur elle-même? Les responsables pénitentiaires ont mené une enquête de routine, mais n'ont trouvé aucune preuve de facteurs externes. Sa mort semblait être une décision individuelle, prise pendant un désespoir profond. La réaction à la mort de Kao a varié. Les groupes de survivants ont exprimé que la justice avait été rendue, bien que beaucoup aient noté que sa mort était venue trop facilement, comparé à la souffrance qu'elle avait infligée. Certains survivants ont déclaré qu'ils auraient préféré qu'elle vive beaucoup plus longtemps, continuant à endurer l'emprisonnement. D'autres ont ressenti du soulagement qu'un symbole du mal nazi ait finalement été retiré du monde. Peu ont exprimé de la sympathie. La couverture médiatique était extensive, mais brève. Les gros titres annonçaient la mort de la femme de Ravensbrück, ou un langage sensationnaliste similaire. Les articles ont raconté ses crimes, son procès et son emprisonnement, la plupart incluant des témoignages de survivants sur sa brutalité. La couverture a généralement traité sa mort comme une fermeture d'un chapitre laid de l'histoire. Son corps a été réclamé par les membres de la famille et enterré dans une tombe sans marque. L'emplacement n'a jamais été divulgué publiquement, vraisemblablement pour empêcher la tombe de devenir un site de pèlerinage néo-nazi. Contrairement à certains responsables nazis dont les lieux d'inhumation sont connus,
le dernier lieu de repos de Kao reste inconnu du public. La question de savoir si Ilsako a ressenti un véritable remords reste sans réponse. Elle n'a jamais publiquement admis sa culpabilité, ni présenté d'excuses aux victimes. Sa note de suicide, si elle existait, n'a jamais été rendue publique. Que ce soit tuée en confrontant la réalité morale ou par apitoiement sur elle-même, nous ne pouvons pas le savoir. Ce que nous savons, c'est que sa mort a mis fin à une vie caractérisée par la cruauté, le sadisme et la participation volontaire au génocide. Le cas d'Ilsako soulève des questions profondes sur la participation des femmes aux crimes nazis. Le système des camps de concentration fonctionnait principalement par la violence masculine. Mais les femmes ont participé à tous les niveaux. Ko représente l'exemple le plus extrême. Une femme qui n'a pas seulement permis la violence masculine, mais qui a activement participé à la cruauté systématique. Comprendre les auteurs féminins remet en question les hypothèses sur le genre et la violence. La société considère souvent les femmes comme naturellement plus empathiques, moins violentes. La cruauté documentée de Kao contredit ces hypothèses. Elle n'a pas été contrainte ou suivant les ordres à contre-cœur. Elle a recherché le pouvoir, l'a exercé avec enthousiasme et a infligé une souffrance qui a choqué même les officiers SS masculins. Son genre ne l'a pas rendu moins capable du mal. Cela a rendu ses crimes plus psychologiquement troublants pour ceux qui tenaient des hypothèses sexuées sur la capacité morale. L'incohérence entre ces deux procès reflète des problèmes plus larges dans la justice d'après-guerre. Le premier procès a abouti à l'emprisonnement à vie commué au temps purgé. Le deuxième procès a abouti à l'emprisonnement à vie qu'elle a réellement purgé. Cette incohérence n'était pas basée sur des preuves différentes, mais sur des contextes politiques différents. La première commutation reflétait la priorité américaine de l'alliance de la guerre froide avec l'Allemagne de l'Ouest. La deuxième condamnation reflétait les tentatives allemandes de démontrer l'engagement envers la justice au milieu des critiques internationales. Les articles en peau humaine restent parmi les artefacts de l'Holocauste les plus troublants. Les abat-jours exposés au procès sont devenus des symboles emblématiques de la dépravation nazie. Cependant, le débat historique continue sur l'étendue de l'utilisation de peau humaine à Ravensbrück, et spécifiquement sur le rôle d'Ilsako. Certains historiens soutiennent que les preuves la reliant directement à l'ordre de tuer des prisonniers pour leur peau sont ambiguës. D'autres pointent le témoignage des survivants comme clair et cohérent. Ce débat n'excuse pas ces crimes documentés, mais reflète l'importance de la précision historique, même concernant les auteurs avérés. La leçon plus large de la vie d'Ilsako concerne l'ordinarité des auteurs. Elle n'est pas née mauvaise. Elle n'était pas manifestement psychopathe avant de rejoindre le mouvement nazi. C'était une femme ordinaire de la classe ouvrière de Dresde qui a fait des choix à des moments clés. Rejoindre le parti nazi, épouser un officier SS, embrasser le pouvoir à Ravensbrück, participer à la brutalité. Ces choix faits progressivement dans un contexte historique spécifique l'ont transformé en quelqu'un capable d'une cruauté inimaginable. Cette ordinarité importe pour la prévention du génocide. Si les auteurs étaient manifestement monstrueux dès la naissance, les identifier et les arrêter serait simple. La réalité est que les gens ordinaires commettent un mal extraordinaire dans certaines conditions. L'idéologie autoritaire, la propagande déshumanisante, l'opportunité du pouvoir sans responsabilité, la pression sociale et le compromis moral graduel. Comprendre comment les gens ordinaires deviennent des auteurs reste essentiel pour prévenir les atrocités futures. Ilsako est morte de sa propre main le 1er septembre 1967 à la prison d'Eichach, Bavière. Elle avait passé 22 ans en prison pour des crimes incluant l'incitation au meurtre, la torture et les abus systématiques de prisonniers des camps de concentration. Sa mort a fermé un chapitre sur l'une des figures les plus notoires du système des camps nazis. Le nombre de prisonniers qui ont souffert directement de sa cruauté ne peut pas être calculé avec précision. Des dizaines ont témoigné d'incidents spécifiques. Des centaines d'autres ont probablement expérimenté sa brutalité, mais n'ont pas survécu. Des milliers ont vécu dans la terreur pendant ces années à Ravensbrück, sachant que d'attirer son attention pouvait signifier la mort. La justice pour Ilsa est venue tard et incomplètement. Son premier procès a abouti à une peine commutée presque immédiatement. Seule l'indignation internationale a forcé son nouveau procès et un véritable châtiment. Beaucoup de ses subordonnés, les gardiens qui ont exécuté ses ordres et participé aux atrocités, n'ont jamais été poursuivis. Ils se sont fondus dans la société allemande d'après-guerre, leurs crimes oubliés ou ignorés. Si vous avez trouvé cette histoire documentée précieuse, cette chaîne examine les auteurs,
les victimes et les processus complexes de justice et de mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Nous ne sensationnalisons pas et ne minimisons pas. Nous présentons des preuves, des témoignages et des analyses. Abonnez-vous, partagez cette vidéo avec d'autres intéressés par la vérité historique et commentez ci-dessous. Quel aspect des crimes nazis et de la punition devrions-nous examiner ensuite? Nous lisons chaque suggestion. La mort d'Ilsa Ko a retiré du monde une femme qui symbolisait les profondeurs auxquelles les êtres humains peuvent descendre quand l'idéologie, le pouvoir et la cruauté se combinent. Ces victimes n'ont reçu qu'une justice partielle. Les familles détruites à Ravensbrück ne se sont jamais rétablies. Les enfants assassinés, les prisonniers torturés, les vies détruites ne peuvent pas être restaurées par les procès, l'emprisonnement ou le suicide. Rappelez-vous que comprendre les auteurs n'est pas une question d'excuse. C'est reconnaître que le génocide ne se produit pas par le mal surnaturel, mais par les choix humains. Ilsa Ko a choisi de rejoindre le parti nazi. Elle a choisi d'embrasser le pouvoir à Ravensbrück. Elle a choisi de participer à la brutalité. À chaque étape, elle aurait pu choisir différemment. Elle ne l'a pas fait. Des milliers de prisonniers ont payé de leur vie ces choix. Les preuves documentées sont claires. Les témoignages des survivants sont cohérents. Les preuves physiques existent. Ilsa Ko était coupable de crimes contre l'humanité. Et sa condamnation et son emprisonnement représentent la justice rendue. Sa mort par suicide a mis fin à une vie caractérisée par la cruauté, mais n'a pas pu annuler la souffrance qu'elle a causée. L'histoire là se souvient non pas comme la figure puissante qu'elle s'imaginait, mais comme un exemple avertisseur de la façon dont les gens ordinaires deviennent des monstres quand on leur donne le pouvoir sans responsabilité dans des systèmes conçus pour le meurtre. Les prisonniers de Ravensbrück méritent le dernier mot. Leurs témoignages préservent la vérité que Kao et d'autres ont essayé de cacher. Leur courage en survivant et en témoignant a assuré que l'histoire enregistrerait ce qui s'est passé. Leurs voix parlant à travers les décennies nous rappellent que derrière les statistiques et les abstractions historiques se trouvaient de vraies personnes qui ont souffert et sont mortes. Nous les honorons non pas en sensationnalisant leur souffrance, mais en nous souvenant avec précision, en enseignant honnêtement et en restant vigilants contre les idéologies qui déshumanisent les autres.